Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart. À midi et demi, tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir. 1 heure cette fois-ci pour revenir sur l'actualité politique, économique, mais surtout financière dans Smart Bourse. Et au sommaire de cette édition, nous reviendrons en plateau sur cette saison des résultats qui arrivent presque au bout en France. Il reste encore 2 valeurs du CAC 40, notamment à publier leurs résultats d'ici jeudi prochain. Des résultats qui témoignent d'une résistance des grandes entreprises françaises sur l'année 2022, avec par exemple un résultat net record pour Stellantis ou encore l'anticipation d'une progression de ses résultats pour AXA en 2023. 2 titres qui soutiennent aujourd'hui le cours de l'indice parisien, avec Bouygues également qui fait état d'une progression de son résultat opérationnel. Le CAC 40 qui, notons-le d'ailleurs, revient dans le vert aujourd'hui après 4 séances de baisse consécutives. Il récupère une partie de ses pertes sur la période, alors que les indices américains ont eux aussi ouvert dans le vert, même si le Dow Jones est plutôt, à l'heure où on se parle, à l'équilibre. Nous nous demanderons en plateau dans un instant comment lire les marchés via le prisme des bonnes nouvelles macro et microéconomiques qui alimentent tout de même, rappelons-le, des scénarios de durcissement monétaire cette année. Nous reviendrons donc également au plateau sur les publications des minutes de la Fed qui, même si elles apparaissent accommodantes, laissent entendre que le contexte économique a depuis changé et que la stratégie monétaire de la Fed, qui s'inquiétait déjà donc lors de sa dernière réunion de l'impact de la persistance de l'inflation sur l'économie américaine, cette Fed qui pourrait vouloir durcir son resserrement monétaire dans un contexte de marché du travail toujours plus tendu. Les derniers chiffres publiés aujourd'hui aux États-Unis montrent par exemple les inscriptions hebdomadaires au chômage qui passe sous la barre des 200 000, tandis que le PIB des États-Unis au 4e trimestre 2022 a été, lui, légèrement revu à la baisse. Quel scénario pour les banques centrales et quel taux terminal pour la Fed, mais aussi pour la BCE? Nous en parlerons dans un instant. Et puis, dans la dernière partie de Smart Bourse, dans Marché à thème, nous ferons un focus sur la thématique d'investissement éducation, une des méga tendances d'investissement cette année que nous décrypterons avec Ronnie Michali, président directeur général de la financière Galilée. On se retrouve tout de suite. Et on commence tout de suite avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix, le CAC 40 reverdit à l'heure où l'on se parle. Et oui, la place profite des fortes hausses de Stellantis et AXA. On retient aussi que dans le sillage du DAX, l'Eurostoxx 50 progresse. Même son de cloche pour Wall Street qui entame la séance dans le vert. Aux États-Unis, plusieurs chiffres ont été publiés. Au 4e trimestre 2022, le PIB du pays a augmenté de 2,7% en rythme annualisé. La consommation est revue en forte baisse de 2,1% à 1,4%. Et le chômage continue quant à lui de reculer avec des inscriptions hebdomadaires en repli de 3 000 à 292 000. Le marché semble avoir intégré l'idée que les banques centrales devraient continuer d'adopter des positions restrictives. Pour rappel, hier soir, la publication des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed indiquait que plusieurs responsables de l'institution restent favorables à une hausse plus importante des taux d'intérêt de 50 points de base. Et en zone euro, Alix, on note également que l'inflation pour le mois de janvier a été légèrement revue à la hausse. Oui, elle est légèrement plus forte qu'estimée initialement. À noter également que selon Eurostat, les tensions sous-jacentes sur les prix ne montrent toujours aucun signe de modération. L'indice des prix à la consommation ressort en hausse de 8,6% en rythme annuel contre 8,5% en première estimation. Période à laquelle, souvenez-vous, les chiffres officiels pour l'Allemagne n'avaient alors pas été inclus du fait de problèmes techniques. Si on regarde du côté des valeurs, à présent, Alix, à Wall Street, le titre du fabricant de cartes graphiques Nvidia s'envole. Oui, suite à la publication de ses résultats, plus globalement, depuis le début de l'année, ses actions ont grimpé de 41%. Nvidia profite du phénomène ChatGPT et dit s'attendre à des revenus supérieurs aux estimations grâce à l'utilisation de ses puces dans les services d'intelligence artificielle comme les chatbots. Pour le trimestre en cours, elle table sur des revenus d'environ 6,5 milliards de dollars.
dollars. Les bénéfices de Nvidia font certes les frais du ralentissement sur le marché des PC, mais ils tirent leur épingle du jeu dans les centres de données. Au dernier trimestre, la division Data Center de la société a généré la plus grande partie de ses revenus. Ce segment connaît une augmentation de 11%. Et puis, à noter que Nvidia en a profité pour annoncer son propre service cloud d'intelligence artificielle. Les titres Qualcomm, Intel et AMD profitent de ces nouvelles. On remarque enfin qu'Alibaba est aussi en nette hausse grâce à l'annonce d'un bond de 6% de son bénéfice trimestriel du fait de la réduction de ses coûts. À Paris, ST Microelectronics progresse. Même chose pour ASM International à Amsterdam. Et puis le stock 600 de la technologie est aussi dans le vert. Voilà donc Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti à présent pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour tenter de décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Didier Borowski. Bonsoir Didier Borowski. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes responsable recherche politique macro chez Amundi Institute. Nous avons le plaisir d'accueillir également Thierry Leclerc. Bonsoir Thierry Leclerc. Bonsoir Nicolas. Vous êtes président fondateur d'AlphaJet Fair Investor et nous avons le plaisir d'accueillir également Vincent Chéniaud. Bonsoir Vincent Chéniaud. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur de la recherche chez Generali Investment. Je vous propose de commencer avec vous, Didier Borowski. On va commencer avec l'actualité, ces fameuses minutes du FOMC que nous avons découvert hier soir, que les marchés attendaient depuis plusieurs jours. Finalement, ces minutes se sont montrées plus accommodantes que ce que l'on aurait pu anticiper à la lumière des statistiques que l'on a découvert depuis, notamment sur la résistance de l'économie américaine. Et donc, on considère qu'elles sont un petit peu datées. La question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, est-ce qu'aujourd'hui, tous les signaux sont au vert, si je puis dire, pour que la Fed continue à augmenter ses taux face à une économie résiliente et face à une inflation qui décélère plus lentement que prévu. Oui, mais en effet, et puis il y a un élément qui est très important, c'est qu'ils notent tous la résilience du marché du travail. Alors on peut se poser des questions sur combien de temps ça va durer, mais en tout état de cause, quand on a un marché du travail qui résiste, ça veut dire et une croissance qui va être amenée à ralentir si on est dans cette configuration, ça veut dire des gains de productivité qui vont être en berne, des coûts salariaux unitaires en hausse, on a un marché du travail tendu, ça veut dire des salaires en hausse, et puis la résilience donc sur le plan inflationniste, ça peut légitimer l'idée que l'inflation sous-jacente va ralentir, mais beaucoup plus lentement que prévu. Donc ça va inciter les faucons à conserver, à continuer de mettre l'accent sur la nécessité de continuer de remonter les taux d'intérêt. Et puis, on a la résilience de l'économie qui va aussi sans doute les pousser à aller dans cette direction. Il y a un élément, à mon sens, qui est important, qui explique les divisions, d'ailleurs, qu'on voit au sein de la Réserve fédérale comme de la Banque centrale européenne, c'est les divisions autour de quelles sont les bonnes conditions financières. Alors, je m'explique. Il y a les indices de conditions financières de marché. Il y a des indices de conditions financières qui sont construits par des banques fédérales aux États-Unis, qu'on peut construire avec les marchés d'actions, les spreads de crédit, le change, etc. Ces indices sont plutôt assouplis, en dépit de la normalisation monétaire. Aux États-Unis comme en Europe, en tout cas, on a ce type d'indication. Ça s'explique en partie par les bourses. En revanche, quand on regarde les conditions de crédit dans la vie réelle aux entreprises et aux ménages, c'est-à-dire les taux d'intérêt, bien sûr, oui. Eux, ils montent. Et donc, ça vient durcir les conditions de crédit. Et donc, c'est ça. Et ça, a priori, c'est peut-être la bonne métrique pour anticiper la demande domestique de demain. Bien sûr. Et parce donc, que ça a des impacts sur l'immobilier ou autre. Quand on entend les banquiers centraux parler des conditions financières, certains regardent davantage les conditions de crédit aux ménages et aux entreprises. Je pense à Powell qui disait qu'on avait déjà un durcissement substantiel des conditions financières. Donc il avait en tête les conditions de crédit, les taux des mortgages, les taux d'intérêt, etc. Et puis d'autres qui insistent sur le fait qu'on a des conditions financières toujours exagérément accommodantes. Alors c'est très important d'avoir ça en tête comme ligne de lecture parce que ça peut expliquer la fracture. Ceux qui pensent que les conditions financières sont trop accommodantes disent finalement la résilience de l'économie doit pousser la Réserve fédérale à en faire encore davantage. Tandis que ceux qui pensent qu'en fait les conditions de crédit sont déjà dures anticipent une belle détérioration de la conjoncture d'ici la fin de l'année et disent c'est le moment de faire une pause. Bon, à mon sens, notre sens, à Amundi Institute, c'est plutôt de dire on va arriver au plateau du côté de la Réserve fédérale et la communication de la Fed, elle vise à ancrer l'idée qu'il n'y a pas de pivot cette année. Il ne faut pas rêver d'une baisse de taux cette année. Ça viendra peut-être l'an prochain. Mais alors que le marché y rêvait encore il y a quelques semaines. Il rêvait encore il y a quelques semaines. Donc on insistait sur le fait qu'il n'y a pas de pivot à attendre d'ici la fin de l'année. Il y a peut-être une opportunité plus tard, début 2024, si on a une belle séquence de désinflation sous-jacente. Mais pour le moment, la thématique, c'est les risques sont élevés sur l'inflation service. Quand on enlève les postes extrêmes de l'inflation, etc., on s'aperçoit au cours des 3 derniers mois qu'il n'y a pas de détente et il n'y a pas de vraie désinflation. Donc la désinflation, c'est davantage du côté de l'inflation
l'inflation totale, et par conséquent, il est prématuré pour baisser la garde du côté des banques centrales. Fed comme BCE, pour des raisons un petit peu différentes, mais fondamentalement, il y a cette idée de rigidité à la baisse de l'inflation sous-jacente, donc il va falloir surveiller l'inflation service, etc. Et donc dans un environnement où les marchés du travail restent forts, on a des risques de dérive aussi du côté des coûts salariaux unitaires. Mais alors justement sur ces questionnements ou ces rapports de force sur les conditions de financement et sur les métriques qu'on regarde, est-ce que la lecture des minutes de la Fed vous donne des indications supplémentaires pour essayer de comprendre un peu cette stratégie de politique monétaire ? Je pense qu'il n'y a pas grande incertitude en fait sur le taux terminal. On peut hésiter pour le moment entre 5,25 et 5,50. J'ai le sentiment que même les faucons de la Fed ont le sentiment qu'il va falloir faire une pause à la mi-2023. Il n'y a pas beaucoup pour défendre l'idée qu'il faut aller à 6%. Parce qu'il y a quand même cette idée qu'il y a un ralentissement substantiel de l'économie qui va venir, avec ou sans récession. Nous, on pense qu'il y a peut-être une petite récession technique au second semestre de cette année, on est en train de manger le pain blanc sur le plan macroéconomique en Europe comme aux États-Unis en début d'année, ce qui n'était pas anticipé il y a quelques mois. Donc bien sûr, venir là-dessus. Donc ça se traduit par... on reviendra sur les marchés après, mais on est en train de manger le pain blanc. Il y a un bel affaiblissement de la demande interne. On n'est pas du tout dans une hypothèse de rebond domestique ou de nouveau cycle économique. Donc c'est un peu une illusion d'optique, cette résilience des économies en début d'année. Il faut être très vigilant. Pour nous, les indicateurs avancés de la demande domestique s'affaiblissent. Il n'y a pas de vrai moteur à la demande domestique à l'horizon de la fin d'année, ni aux États-Unis, ni en Europe. Donc on a un beau ralentissement économique à venir, et ça, il n'est pas sûr que les investisseurs l'aient bien en tête. Donc ça veut dire que globalement, les statistiques qu'on a eues depuis le début de l'année, qui témoignent d'une robustesse de l'économie américaine, si on reste aux États-Unis pour le moment, on pourra ensuite transposer ça en Europe avec les PMI cette semaine, mais finalement, c'est quoi ? C'est une résistance en trompe-l'œil ? C'est un emballement de début d'année, un enthousiasme ? Il faut avoir en tête aussi que 2022, il y avait aussi, il y avait encore une épargne qui était élevée, des salaires qui ont augmenté, je parle du côté américain, des bilans qui ne sont pas détériorés, donc il y a la possibilité encore de consommer. D'alimenter une demande. Ce dont on doute, c'est que c'est de la persistance de cette tendance sur la demande interne. On a une érosion des moteurs structurels, des moteurs de la demande interne aux États-Unis, donc il y a un vrai risque de ralentissement. Ce n'est pas une vraie récession, mais un beau ralentissement conjoncturel d'ici la fin de l'année, avec une inflation sous-jacente qui ne va pas ralentir aussi vite que prévu. Et ça explique le fait que la Fed n'ait pas du tout envie de changer de braquet en termes de politique monétaire d'ici la fin de l'année, et ça explique sa communication. Mais ce n'est pas une grande incertitude comme l'an dernier. Le taux terminal de la Fed, il est inconnu à 25 points de base près, il n'est pas inconnu à 100 points de base près, donc il n'y a pas la même incertitude sur les marchés obligataires que ceux qu'on avait l'an dernier, donc il faut aussi relativiser les choses. Vincent Chéniaud, quand on regarde effectivement toujours aux États-Unis, si on fait le lien avec ces minutes du FOMC, la situation, donc cette robustesse économique qui laisse entendre que peut-être la Fed aurait les coups des franches pour des futures hausses de taux, ou au moins pour laisser effectivement ces taux à un niveau élevé sur toute l'année 2023, ce qui va à l'encontre de ce qu'on pouvait en lire il y a encore quelques semaines. Quelle est votre vision, votre analyse de la situation américaine ? Bon, d'abord, il faut garder en tête que ce meeting a eu lieu avant la dernière batterie de chiffres qui a été très forte. On pense au rapport sur l'emploi notamment, mais également les ventes au détail qui ont été très très fortes pour le mois de janvier, et puis le chiffre d'inflation qui était plutôt pas très rassurant. Donc je pense que si ce comité se tenait aujourd'hui, le ton serait peut-être légèrement plus dur. Mais autrement, je partage l'analyse de Didier. La question, c'est pour les banquiers centraux, c'est est-ce que cette résistance de l'économie aujourd'hui, ça traduit le fait que la politique monétaire vraiment ne produit pas ses effets escomptés, auquel cas il va falloir aller plus loin en territoire restrictif, quitte à causer un ralentissement plus dur ultérieurement. Ou est-ce que ça traduit simplement le fait qu'on a des délais et que la politique monétaire n'a pas encore joué véritablement sur l'économie ? Il y a une grande incertitude quand même à ce niveau-là. Ce qui est certain, c'est que le marché a quand même repricé de façon très consistante à la hausse le taux terminal cette année. Bien sûr, la Fed est aujourd'hui à 4,75. Le marché price maintenant à un point haut à 5,50 et commence à poindre l'idée qu'on pourra aller plus haut si on regarde le taux implicite du marché. Donc le repricing a continué de se faire à la hausse. Dans le même temps, les taux réels ont remonté, et les taux mortgage notamment, les taux hypothécaires, ce qui est un vrai problème pour le marché immobilier, qui est quand même un poste important de l'économie. Mais malgré ça, les multiples actions
se sont fortement repris. Donc là, il y a une dissonance très forte, clairement une cassure dans la corrélation qu'on avait entre les taux réels longs et les marchés d'actions, qui a surpris beaucoup de monde. Je suis d'accord avec Didier, l'incertitude quand même sur la politique monétaire baisse. Même si le taux terminal continue à être révisé à la hausse, je pense qu'on n'est pas très loin maintenant de la fin de ce processus de révision. Et je pense qu'en effet, la volatilité taux va baisser. Elle a déjà baissé cette année, elle va continuer à le faire. Donc ça a aidé également l'ambiance générale et notamment les actifs risqués, le fait que cette incertitude soit quand même en train de diminuer. Mais alors, la robustesse de l'économie américaine telle qu'on peut la voir dans les chiffres de janvier, est-ce que, selon vous, vous la voyez comment ? Comme un épiphénomène de début janvier ou au contraire comme l'annonce d'une économie peut-être encore robuste sur cette année 2023 ? Non, je pense qu'en effet, les indicateurs précurseurs pointent assez fortement à la baisse. Historiquement, ces indicateurs précurseurs sont très fiables. Il y a par exemple un lien très fort entre les indicateurs précurseurs et les profits des entreprises. Et ils nous disent que les profits vont baisser plus fortement que ce que le marché l'anticipe aujourd'hui. Il y a une corrélation très forte également avec les conditions de crédit, si on prend l'enquête trimestrielle de la Fed, et le PIB. Ça nous dit également que l'économie américaine probablement va rentrer en récession. Mais c'est vrai que les chiffres présents restent très solides. Est-ce qu'il faut les croire ? Très franchement, le rapport sur l'emploi du mois de janvier, avec des créations d'emplois de plus de 500 000, et les chiffres de vente au détail, qui étaient également très fortes, soulèvent quand même des questions, je pense, sur l'ajustement des variations saisonnières. On a eu un hiver très clément, qui probablement biaise ces statistiques. D'accord. Ça continue. Alors, on a eu un hiver très clément en Europe, un mois de janvier extrêmement clément en Europe, un peu moins aux États-Unis, mais le mois de février aux États-Unis est extrêmement clément également, notamment sur la partie est du pays. Si vous partez du golfe du Mexique jusqu'au Grand Lac, toute la partie ouest, extrêmement clément. On a des arbres qui sont en fleurs, on a un printemps qui est avancé, et ça, probablement, ça biaise les chiffres à la hausse. Mais donc, alors, quel mécanisme entre climat doux et création d'emplois ou vente au détail qui augmente ? Non, parce qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont beaucoup moins vigoureuses pendant les mois d'hiver. D'accord, et qui du coup ont pu se maintenir durant cette période. Par exemple, les ventes au détail, ça peut avoir joué. Donc, attention à ces chiffres qui sont peut-être un peu en trompe-l'œil. Je partage l'idée que les indicateurs précurseurs nous envoient quand même des signaux très clairs à la baisse. Alors, la récession probablement sera modérée, elle ne sera pas sévère, mais il ne faut pas extrapoler trop les chiffres excellents qu'on a eus en ce début d'année aux États-Unis. Bon, ça va nous permettre de faire une transition avec la zone euro où les chiffres sont plutôt pas mauvais aussi, même si après il faut les regarder dans le détail. Mais d'abord, Thierry Leclerc, un mot effectivement sur ces stratégies banque centrale. Quand on investit sur les marchés financiers, quand on doit faire des arbitrages sur les marchés financiers, est-ce que effectivement que ce soit 5,25, 5,50 voire 6, ça n'est plus tellement le sujet aujourd'hui parce que la stratégie globale a été intégrée finalement dans les marchés ? Vous faites la réponse à ma place. Je suis assez d'accord avec votre point. L'année 2022 a été très dure pour les marchés parce que justement on a été dans des territoires inconnus. Et là, effectivement, maintenant, on parle de 25 points de base, mais il y a un an, personne anticipait qu'on serait à 4,5% à la fin de l'année. Donc le gros du travail, enfin les 4 séries de 75 points de base, elles sont derrière nous. Donc là, effectivement, il y a des discussions techniques qui s'engagent. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'on suit aussi les indicateurs de surprise sur l'inflation. Alors, en Europe, on en a encore un tout petit peu, donc des surprises négatives sur l'inflation. Aux États-Unis, elles ont pratiquement disparu. Et pour remettre aussi dans le jeu de la discussion, en tout cas la Chine, ça fait belle lurette qu'on n'a pas de surprise négative sur l'inflation en Chine. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a eu un pic énorme au printemps l'année dernière sur l'inflation, qui effectivement est complètement sorti des rails habituels et donc a surpris les économistes. Et là, ce mouvement, il est vraiment derrière nous. Et de l'autre côté, sur les surprises macro,
Là, pour le coup, on a plutôt des surprises positives depuis quelques semaines. Donc c'est en Europe, aux États-Unis, en Chine. En Chine, c'est pas qu'une vue de l'esprit. Hein. On a quand même une forte accélération ces dernières semaines. Donc nous, quand on regarde factuellement la situation, on a quand même une inflation, un sujet inflationniste qui est plutôt derrière nous, avec une discussion technique, effectivement, 5,25, 5,50, mais bon, c'est un point d'atterrissage qui, en soi, n'est pas forcément rédhibitoire pour la bonne santé de l'économie. Et puis, de l'autre côté, on a quand même des datas, ce qu'on appelle les à haute fréquence, qui sont très bons depuis quelques semaines. Donc, pour revenir sur les marchés actions, par exemple, on comprend que la bonne tenue des marchés actions à l'aune de ces deux indicateurs-là, parce que donc l'inflation, c'est moins mauvais que prévu, et sur les données économiques, c'est meilleur que prévu. Donc tout ça, ça fait quand même une conjonction d'éléments plutôt favorables pour les marchés. On lit quand même que revenir à 2% d'inflation aux États-Unis, ça va être complexe. Est-ce que du coup, ça n'est pas quand même un facteur de stress si la Fed reste sur ce mandat de 2% d'inflation? Bien sûr, ils vont rester sur ce mandat. Il n'y a pas de question là-dessus. Enfin, bon, après, ils ont quand même dit que c'était 2% qui visaient en moyenne. Enfin, la question, c'est le timing après. Ils n'ont pas été si mauvais que ça, hein, parce qu'ils avaient prévenu. Ils avaient eu ce changement dans leur communication avant qu'il y ait le pic d'inflation. Donc ça veut peut-être dire aussi qu'ils avaient des craintes. Donc ils ont dit en moyenne, on vise les 2% sur la durée d'un cycle. Donc là, on est complètement au-dessus. Après, quand on regarde les attentes d'inflation à fin 2024, on revient pratiquement à 2%. Donc oui, bon voilà, il y a eu un pic d'inflation, mais aujourd'hui, la trajectoire, elle est quand même plutôt vers cet objectif qui est celui de la Fed. Après, on a quand même eu des mauvaises surprises ces derniers mois sur l'inflation, donc il ne faut pas non plus avoir un discours que la partie est complètement gagnée. Il va y avoir encore des sujets, ça ne va pas être un long fleuve tranquille, mais en tout cas, il me semble que la trajectoire, elle est assez claire pour un retour à 2%. Et maintenant, pour finir, c'est vrai que les banquiers centraux, ce n'est pas du tout leur intérêt aujourd'hui de sortir du bois en disant justement la partie est gagnée, vous savez quoi, le pivot qui a été évoqué. Donc, ils maintiennent des anticipations. Bien sûr. Ils ont fait tout ce travail fastidieux pour eux et pour les marchés d'augmenter les taux. Ce n'est pas pour baisser la garde dès aujourd'hui. Donc, l'inflation reste élevée. On a une trajectoire de désinflation quand même qui est présente depuis juin. On était à plus de 9% aux États-Unis. Aujourd'hui, on est à 6,5%. Donc, il y a quand même une belle trajectoire de désinflation. Quand on se projette, les projections valent ce qu'elles valent, mais en tout cas, on a quand même une visibilité pour revenir quelque part à la fin de l'année 2024 sur 2%. Et donc, aujourd'hui, on reste les banquiers centraux restent sur un discours évidemment faucon pour éviter qu'il y ait des anticipations qui s'inscrivent à la baisse trop tôt. Si on regarde toujours avec vous, Thierry Leclerc, la zone euro à présent, donc on a des indices européens qui surperforment les indices américains. On a un CAC 40 qui a inscrit un nouveau plus haut en fin de semaine dernière. On a des indices d'activité en zone euro qui sont plutôt élogieux, même si effectivement ils sont plus tirés par la partie service que par la partie activité manufacturière. On a, si on regarde le CAC 40, des résultats d'entreprise qui se tiennent plutôt bien. Alors il y a toujours de la prudence pour cette année 2023, mais globalement, on est sur des résultats positifs et optimistes. Est-ce qu'on a un certain nombre d'éléments pour parler de moment Europe pour les investisseurs aujourd'hui? Oui, je pense, effectivement. Là, pour moi, il y a 3 points à avoir en tête qui sont sur des temps différents. Donc il y a vraiment quelque chose de séculaire qui est la baisse des taux. Donc qu'on a eu depuis le début des années 80. Et donc la baisse des taux d'intérêt réels, ou nominaux ou réels, a conduit à une baisse du taux d'actualisation implicite sur les actions. Dit autrement, ça a donné du vent dans le dos pour les actions et des expansions de multiples de valorisation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a eu pendant 40 ans pratiquement, et donc qui a soufflé quand même de manière assez importante sur les marchés actions, et qui a été... dont la puissance a été redoublée suite à la crise de 2008, avec les injections de liquidités. Donc là, on a eu et donc ça a porté quand même très fortement les actions, et notamment les titres de croissance et de qualité.
d'accord, qui sont des actifs à duration longue. Ok, donc ça, c'est le premier élément à avoir en tête. Deuxième élément, aux États-Unis, on a eu les GAFAM. Ok, donc qui ont tiré le marché, donc ça a été le leader du marché américain pendant 10 ans. Voilà, on a eu l'année 2022 qui a connu quelque part la fin de ce leadership et donc un coup d'arrêt aux États-Unis sur ce leadership. Donc le premier coup d'arrêt, ce que j'ai oublié de préciser juste avant, c'est que le marché américain est très riche en sociétés donc de qualité ou de croissance, donc à duration longue. Et donc ils ont souffert en 2022 de la fin de ce mouvement de baisse des taux d'intérêt réels. Voilà. Ensuite, il y a eu l'épisode GAFAM et plus conjoncturellement, c'est vrai que les résultats des sociétés européennes, là je vais juste prendre l'exemple du CAC 40 que vous citiez précédemment, la croissance du chiffre d'affaires donc des sociétés du CAC 40, on est à plus 28% sur 2022 et les résultats c'est plus 20%. Aux États-Unis, on est à plus 12% sur le chiffre d'affaires et plus 7% sur les résultats. Donc c'est vrai que c'est très surprenant, on n'avait pas l'habitude de ça, mais le différentiel de croissance, il est vraiment très positif pour l'Europe versus les États-Unis. Donc, j'ai dit, sur les taux, il y avait un vent qui soufflait, notamment aux États-Unis, qui s'est arrêté brutalement. Et donc, à contrario, la cote européenne est plus riche en titres value. Bien sûr. Eux, ils en ont bénéficié. Donc ça, c'était le premier élément, là, pour le coup, la fin de cet élément séculaire. Deuxièmement, les GAFAM qui ont connu un coup d'arrêt en 2022 et troisièmement, des chiffres quand même qui sont très bons avec un différentiel de croissance substantiel pour une fois pour l'Europe et donc effectivement on a une très bonne configuration pour les marchés européens, donc ça ne monte pas sur rien, sur du vent, ça monte sur des éléments concrets et quand je reprends ça, les taux d'intérêt réels, ce qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'effectivement on n'a pas vu encore la morsure réelle sur les actifs à duration longue. Quand on regarde, il y a encore un potentiel de baisse, certainement sur ces titres-là. Surtout que même si on va un peu plus loin, quand on regarde sur les 10 dernières années, ça c'est très intéressant. Est-ce que ces sociétés donc, de qualité ou de croissance ont préparé l'avenir ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont investi dans la R&D ou est-ce qu'elles ont augmenté leur base d'actifs pour générer de la croissance de demain ? Bien sûr, oui. Et en fait, on se rend compte que pas trop. Donc il y a une vraie question quand même de soutenabilité de la croissance de ces sociétés-là. C'est vrai que la lecture qu'on peut en faire, c'est à force de racheter ses propres actions, quelque part... On soutient les cours. Ouais. Voilà, on soutient les cours, super, mais d'un autre côté, c'est du cash à un moment qui va manquer sur le temps long dans lequel normalement les sociétés sont censées s'inscrire. Et donc là, il y a eu peut-être un peu trop de court-termisme de ces sociétés-là. Et donc, il y a quand même un vrai questionnement à moyen terme pour ces sociétés-là. Et donc, pour le marché européen, on n'en a pas bénéficié pendant 10 ans. Aujourd'hui, on en souffre moins et on a plutôt une conjonction d'éléments favorables. Didier Borowski, sur ce moment Europe, si on peut l'appeler ainsi, effectivement, quand on regarde la surperformance des marchés européens, la solidité des entreprises, finalement, on voit que les grandes entreprises, en tout cas celles qui composent le CAC 40, se tiennent bien. Est-ce que c'est de bon augure pour cette année 2023 pour l'économie européenne ? Nous, notre sentiment, c'est qu'on est en train de manger notre pain blanc du côté des profits. C'est-à-dire qu'on avait, si on remonte il y a quelques mois, on avait eu l'idée d'une année en 2 temps, plutôt des déceptions en début d'année, et puis de meilleurs auspices plutôt dans la deuxième partie de l'année. Là, on peut se demander si c'est pas l'inverse exactement qui va se produire. Ce que je veux dire, c'est que les marges bénéficiaires des entreprises, elles vont pas monter au ciel, elles vont être érodées. Le pricing power des entreprises était très fort l'année dernière, donc on est encore dans cette vague où l'inflation finalement a bénéficié au profit des entreprises. Ça peut pas durer éternellement. Puis on va avoir une baisse des revenus, parce qu'on va avoir un affaiblissement de la consommation des ménages. Donc du côté des profits, je crois pas que les profits d'aujourd'hui soient un bon indicateur avancé des profits de demain. Ça l'a jamais été d'ailleurs, soit dit en passant. Donc non, c'est pas excessivement rassurant. C'est une bonne nouvelle à court terme, mais on peut se demander si on n'est pas en train de manger le pain blanc de l'année, avec des marchés d'actions qui surréagissent un peu à la hausse compte tenu des fondamentaux. Alors ceci étant dit, quand on regarde les flux, on s'aperçoit que ce qui a tiré la cote européenne, c'est pas les investisseurs institutionnels de la zone euro. C'est davantage les investisseurs étrangers. On a vu, par exemple, des investisseurs américains entrer sur le marché européen. Donc là, il y a aussi cette idée aussi, du côté des Américains, que c'est trop tôt,
Enfin, je veux dire, les marchés actions américains sont encore dans le rouge, enfin en tout cas sont encore en risque. Il y a ces anticipations de récession qui arrivent. Il y a l'idée que le dollar va se déprécier. Donc historiquement, les investisseurs américains sont souvent les premiers à se repositionner sur les marchés les plus décotés à l'échelle mondiale. Et donc les marchés européens sont particulièrement décotés. Donc il y a cette idée aussi qu'il y a une prime de risque géopolitique qui est perçue comme étant un peu plus faible. Les actifs européens étaient décotés. Donc dans le mouvement, on peut comprendre l'appétit pour les actions européennes. Ce qu'on dit, on est allé trop vite, trop haut. Voilà. Et donc, on ne croit pas que ça puisse continuer comme ça et qu'on puisse continuer d'être surpris tout le reste de l'année par la résilience de l'économie et des profits. Donc le CAC 40 a fait sa performance de l'année sur le mois de janvier, par exemple. Vous faites partie de ceux qui pensent que... En gros. Alors, ça ne va pas être linéaire, il peut y avoir des à-coups, etc. Mais on ne croit pas du tout qu'on puisse continuer sur cette tendance haussière dans les mois qui viennent. En tout cas, peut-être à court terme, mais on va falloir payer. Donc, ça peut se payer plus tard dans l'année par une nette correction sur les bourses. Et d'un point de vue économique, quand on regarde par exemple les indices PMI qui témoignent quand même d'une certaine résistance de cette économie européenne, ça n'est pas rassurant finalement dans le scénario que vous nous décrivez ? Ça, c'est la bonne nouvelle des prix du gaz, mais on en a parlé un peu, et ça s'explique pour partie par le climat. Donc c'est vrai que la baisse des prix du gaz, le fait qu'on ait eu un hiver assez doux, ça a détendu l'atmosphère, j'ai envie de dire, parce que rappelons-nous qu'en octobre dernier, on craignait tous un hiver très rigoureux, des prix du gaz qui s'envolent, c'est-à-dire une pression à la fois sur le pouvoir d'achat, puis des risques sociaux, etc. Là, on a une détente sur les prix de l'énergie qui est le bienvenu, qui donne un peu d'oxygène. Ça, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est une bonne nouvelle et c'est salué. C'est vu aussi comme un affaiblissement de la courroie de transmission entre le géopolitique et ce qui est l'aggravation de la guerre en Ukraine et puis les conditions macro-financières, parce qu'on voit bien que l'aggravation sur le terrain ne va pas se traduire mécaniquement par une montée des prix du gaz. Mais ça ne suffira pas à faire le cycle. Ça explique la détente sur les prix d'énergie, ça donne de l'oxygène, ça ne fera pas le cycle sur les 2 prochaines années. Donc il faut remettre les choses en perspective quand même de ce côté-là. Vincent Chéniaud, a-t-on mangé notre pain blanc pour cette année 2023 alors qu'on n'est même pas arrivé à fin février pour la zone euro ? Probablement, sur le prix de l'énergie, il faut quand même avoir en tête que début décembre, on avait le prix du gaz naturel en zone euro qui traitait autour de 150 € le mégawattheure. On traite aujourd'hui à 50, ça a été divisé par 3. C'est une bouffée d'oxygène extraordinaire. Donc ça, plus les espoirs qui sont liés à la réouverture en Chine, ce qui est très important pour nos exportations. Clairement, ça a été des excellentes nouvelles, plus la baisse de la volatilité taux, comme je l'ai dit. Donc ça, ce sont des très bonnes nouvelles qui sont déjà dans les prix. Alors après, en relatif, je partage l'idée de Thierry, en effet, que le marché européen peut continuer à surperformer le marché américain. C'est-à-dire qu'on a eu un enchaînement crise Covid qui a été favorable en relatif au marché américain, puisqu'effectivement, ils sont très pondérés dans les tech, valeurs technologiques. Puis ensuite, on a eu la guerre en Ukraine qui était potentiellement explosive pour l'économie européenne. Donc on avait atteint des niveaux de valorisation assez délirants avec des actions américaines qui, en termes de multiples, étaient environ à 6 points au-dessus des actions européennes, ce qui historiquement est très très élevé. Là, on est revenu autour de 4 points. Donc les multiples américains, le S&P traite à environ 16 fois les profits 2023. En Europe, on traite plutôt à 12 fois. Donc il y a un peu de marge encore. Donc il y a encore de la marge. 4 points, c'est beaucoup. Il y a de la marge. Et effectivement, je pense que les marchés d'actions européens peuvent continuer à surperformer en 2023. Mais je rejoins plutôt l'idée de Didier. Les marchés d'actions ne vont pas continuer sur cette tendance. Encore une fois, pour moi, la grosse surprise de 2023, et je pense que beaucoup ont été surpris, c'est cette déconnexion totale entre les taux longs réels et les multiples actions, qui quand même interroge en termes de soutenabilité. Alors après, je pense qu'il y a quand même de la place, au fur et à mesure où l'économie ralentit, pour que les taux longs réels diminuent. Donc les treasuries, en l'occurrence, me semblent commencer à offrir de la valeur, notamment en termes d'actifs de refuge. Si jamais on avait un accident, on a quand même, historiquement, jamais des resserrements de la Fed d'une telle ampleur sans qu'on ait un grain de sable dans les rouages. Donc, il est bon quand même de mettre en place des stratégies de couverture. Et je pense que les treasuries sont une valeur refuge à considérer aujourd'hui. Et au fur et à mesure où la volatilité taux baisse, les options taux vont devenir moins chères et vont offrir des opportunités
protection importante. Quand on parle de... Oui, pardon Thierry, vous vouliez réagir peut-être sur ce qui a été dit? Non, juste par rapport à la discussion, je voulais apporter 2 éléments en plus quand même. Les attentes pour 2023, donc là je parle du CAC 40, pour que tout le monde voit de quoi on parle, c'est 2% de croissance du chiffre d'affaires et moins 5% sur les résultats. Donc il y a deux éléments à tirer de ça, c'est que il y a presque pas de croissance, voilà, et deuxièmement, il y a bien un pincement des marges qui va intervenir, enfin en tout cas qui est attendu par le consensus. Alors est-ce que le moins 5, c'est l'atterrissage final? Bon, personne personne n'a de boule de cristal, donc c'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que partir en début d'année avec des attentes comme ça, vous savez, on parlait traditionnellement du plus 10. Enfin, sur les résultats, je parle. Bien sûr, oui. Parce que il y avait un peu de croissance du chiffre d'affaires et puis les sociétés étaient de mieux en mieux gérées. Donc ça faisait plus 10 au final en bottom line, sur le résultat. Là, aujourd'hui, on est donc à moins 5. Donc c'est quand même un élément aussi réconfortant pour dire que le consensus, il n'est pas complètement à l'envers. Et il a déjà donc pris en compte les difficultés de l'économie qu'on a eues, qui sont réelles dans les attentes. Et puis le deuxième élément que je voulais dire, c'est que pour réconforter aussi la vision sur l'Europe, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la value, pour le coup, n'a jamais été aussi peu chère, que ça soit en Europe ou aux États-Unis. Donc c'est vrai que sur la croissance, comme je l'ai dit avant, il y a des éléments inquiétant, je pense, structurel, donc il faut être prudent. Par contre, la value, qui est quand même aussi un des drivers du marché, on a peut-être tendance à l'oublier, on a eu tendance à l'oublier ces 10 dernières années, mais la value, elle est attractive aujourd'hui, notamment en Europe. Et donc, je pense que c'est pour ça que les investisseurs ne se trompent pas et reviennent tout doucement constituer des positions, parce qu'ils se disent que sur les taux d'intérêt réels, on n'a pas trop de visibilité, donc ça ne sert à rien de jouer une baisse importante des taux d'intérêt réels dans les prochains mois, même dans les prochains trimestres, voire même dans les prochaines années. Et donc, là où il y a potentiellement un gisement, un corps de croissance, un potentiel de hausse sur les marchés, ça reste sur la value avec une renormalisation qui peut se faire dans les prochains trimestres. Mais alors, je rebondis sur effectivement ces valeurs value. Donc, quand on parle de valeurs industrielles ou autres, on a besoin de matières premières, des matières premières qui effectivement reculent un petit peu aujourd'hui, mais où il y a quand même un questionnement vis-à-vis de la réouverture de la Chine. D'un côté, ça peut être porteur pour nos économies, pour vendre, mais de l'autre, ça peut faire monter aussi la concurrence de la demande sur l'achat de matières premières. Est-ce que ça n'est pas un risque pour cette économie européenne, justement ? Ou une opportunité, tout dépend de quel point de vue on se place. Non, mais effectivement, si on a un baril qui revient à 100 ou voire même à 120, c'est pas bon pour nos économies globalement. On est importateur en Europe, on ne produit pas une goutte de pétrole, je schématise, mais c'est pratiquement ça. Donc évidemment que ça serait une mauvaise nouvelle au niveau macro et aussi pour les entreprises. Donc, mais pour le moment, en tout cas, la Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plutôt des bonnes nouvelles qui viennent de Chine ces dernières semaines. Et en tout cas, ces bonnes nouvelles n'ont pas impliqué de hausse des prix substantielle. Donc peut-être que, moi c'est ce que je comprends du discours des autorités chinoises, c'est qu'ils veulent peut-être y aller un petit peu plus mollo, de manière un peu plus graduelle, pas forcément ressortir le chéquier pour faire des infrastructures à tout va. Déjà parce que des infrastructures, maintenant il y en a quand même beaucoup en Chine, donc cette période-là elle est un peu derrière nous. Donc c'est plus une réouverture qui se fait via les services notamment, et donc ça c'est moins inflationniste globalement. Donc remettre les schémas précédents, des précédents plans de relance et l'impact que ça a pu avoir sur les matières premières, il faut peut-être être un peu plus prudent. Là aussi, il y a une nouvelle normalité finalement à prendre en compte. C'est normal, c'est le sens de l'histoire. Heureusement que l'économie chinoise va vers plus de services, plus de consommation, moins d'exportation, moins de produits industriels. Donc ça, c'est quand même une bonne chose pour l'économie mondiale. Didier Borowski sur l'économie. C'est notre sentiment en effet sur la Chine que la réouverture, c'est avant tout une réouverture du secteur des services. On a vu ça. C'est
c'est un déconfinement qui joue d'abord sur les services. Donc la reprise chinoise va être moins inflationniste, mais elle va moins aussi tirer la croissance mondiale. Donc c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Donc ça va moins tirer les exportations et de biens vers la Chine et davantage tirer les services, avec moins d'impact inflationniste, moins de consommation d'énergie. Alors peut-être un biais haussier sur les prix des matières premières, mais beaucoup moins marqué que ce qu'on aurait pu craindre. Puis il faut avoir aussi en tête que les Chinois iront probablement s'approvisionner du côté russe dans un premier temps, et par conséquent ça ne va pas mettre Bien sûr. pression immédiatement. Il n'y aura pas de concurrence de notre côté. Non, mais c'est vrai, il y aura. Voilà, c'est ça, on peut le dire comme ça. Mais donc, relativisons les choses. Oui, la réouverture de la Chine n'est pas si inflationniste que ça. Et donc ça fait partie des bonnes nouvelles quand même. Vincent Chéniaud, sur ce sujet Chine, effectivement, alors on avait une discussion sur les taux, la discussion a finalement évolué sur le sujet réouverture chinoise. Quel est votre sentiment ? La question de savoir si c'est déjà pricé. On a parlé de beaucoup de bonnes nouvelles, le prix de l'énergie, la reprise en Chine. Le MSCI Chine a quand même gagné 50% depuis le point bas d'octobre. Donc on a fait un grand chemin. On était plutôt favorable sur le marché chinois. On pense qu'il y a encore un peu de potentiel, mais bon, on a des multiples là qui sont autour de 12, qui sont dans les moyennes historiques. C'est un sujet qui est quand même un peu moins excitant qu'il ne l'a pu être, surtout dans un contexte où effectivement, je ne pense pas qu'on va voir le bazooka de la part des autorités de politique économique en Chine, notamment dans le secteur de la construction, qui est très intensif en énergie. Là, il s'agit de s'attaquer aux problèmes de levier du secteur et donc d'être très sélectif. Et donc, on ne peut pas penser à un grand plan de relance comme on a eu dans le passé. Donc, effectivement, on peut espérer que la reprise chinoise ne soit pas forcément un grand problème en termes énergétiques. Mais en même temps, on peut s'interroger sur l'idée que ce serait un moteur très fort pour l'économie globale, pour l'économie mondiale. Donc pas un problème au niveau énergétique, mais pas une locomotive non plus. Non, voilà. C'est exactement ça, c'est le pendant. Et ça ne compensera pas le ralentissement américain et européen. Et c'est ça quand même le sujet. C'était peut-être l'attente que certains pouvaient avoir, mais il faut intégrer que ce ne sera pas le cas. Ça vient absorber, bien sûr, c'est une bonne nouvelle, ça vient absorber un peu, puis ça va relancer quelques pays exportateurs de matières premières ou des pays qui peuvent être tirés par le tourisme local, enfin, etc. en Asie, mais ça ne va pas être un game changer pour l'économie mondiale. Ça va simplement permettre à l'économie mondiale de réaccélérer un petit peu cette année, quoi. Bon, il nous reste quelques minutes, on va peut-être faire un tour d'horizon de ce que vous regardez. Dans ce contexte, on va commencer avec vous, Vincent Chéniaud. On parlait justement de l'obligataire. Qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel aujourd'hui ? J'ai parlé de dissonance tout à l'heure entre les taux réels et les marchés d'actions. Une autre dissonance, c'est par exemple ce qu'on voit dans les courbes de taux d'intérêt qui sont très inversées. Et donc, ça envoie plutôt le signal de récession. Cet indice que ce signal est faux ne s'applique plus aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup de mal à le croire. La réalité, c'est que la Fed va aller en territoire très restrictif et que historiquement, ça a toujours un impact sur l'économie. Donc un signal là qui est plutôt négatif sur l'économie. Mais de l'autre côté, des multiples actions qui remontent et puis surtout des spreads high yield qui baissent et qui ne traduisent pas du tout l'idée d'un risque économique aux États-Unis. Donc on est assez prudent sur cette classe d'actifs, où là, on a une forme de complaisance, nous semble-t-il, notamment sur l'évolution des défauts. Par contre, on reste plutôt assez favorable sur le crédit plus sûr, l'investment grade, notamment en Europe, qui est bon marché par rapport à l'investment grade américain. Donc vous pouvez toucher aujourd'hui des obligations corporate, investment grade. Si vous regardez l'indice européen, ça traite à près de 4% en rendement. Historiquement, pas de défaut. C'est quand même un investissement qui est plutôt intéressant à moyen terme. On rebondère plutôt un peu les treasuries. Là encore, un 10 ans qui est à près de 4%. Ça nous semble commencer à offrir de la valeur. Thierry Leclerc, même question rapidement. Qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel ? Là, on parlait de la Chine juste avant, donc je rebondis là-dessus. Enfin, je fais le lien. Nous, effectivement, on a bien constaté le très fort rebond du marché chinois avec des indicateurs clairement surchauffe sur le marché local. Et aussi, on suit des paniers de valeurs exposés à la Chine qui réalisent une part significative de leur chiffre d'affaires en Chine. Et là aussi, on a eu un rebond très important sur une période de temps courte. Et donc, on était en territoire de surchauffe. Donc là, ça se stabilise depuis quelques semaines, depuis, disons, une dizaine, quinzaine de jours, ce qui me semble assez normal, effectivement, parce qu'on a eu quand même
un très fort retour, un peu même presque quasiment un mouvement de panique sur cette thématique-là. Donc là-dessus, on est un peu prudent et on préfère un petit peu alléger ces thématiques-là pour le moment. Et ce qu'on renforce dans les portefeuilles en ce moment, c'est surtout de l'automobile, le secteur bancaire aussi, qui pour le coup, après tant d'années de souffrance, semble cocher les cases et être vraiment bien configuré. Il faudra surveiller évidemment les défauts, mais là, c'est quand même un secteur bancaire très, très, très costaud qui rentre dans la crise potentielle, donc avec des multiples de valorisation assez faibles, du dividende, des programmes de rachat d'actions dont on n'avait plus entendu parler depuis très longtemps. Donc là, c'est vrai que c'est un secteur aussi qui est favorable aujourd'hui. Didier Borowski, très rapidement, qu'est-ce que vous regardez dans le secteur actuel, dans le contexte actuel? Je suis d'accord avec ce qui a été dit, avec Vincent en particulier, sur le retour sur les titres du Trésor américain. Le taux 10 ans, à mon avis, a surréagi. En effet, on a décliné, nous, depuis le mois d'octobre, le Bundsarbach, c'est-à-dire retour sur l'obligataire, on continue de penser ça. Entièrement en ligne aussi sur l'investment grade, plutôt Europe que États-Unis. Entièrement d'accord aussi sur high yield qu'il faut éviter, surtout aux États-Unis, avec les récessions, avec la possibilité d'une récession. Grande prudence sur les actions, mais bon, on peut aussi se dire qu'il y a de la valeur dans la value européenne, et donc on peut être surpris encore un peu à la hausse dans les semaines et les mois qui viennent, mais ça on le joue à travers des stratégies optionnelles sur la cote européenne, pour pas être complètement absent non plus du rallye s'il s'avère être plus puissant dans la première partie de l'année, et même si on doute vraiment de sa pérennité. Mais on continue de jouer dans l'obligataire, et puis un point important aussi, c'est qu'on a réouvert quelques positions sur l'obligataire émergent, y compris en devise locale, parce qu'on pense que le dollar a entamé une période structurelle de baisse. Alors ça ne va pas se matérialiser tout de suite, mais il y a cette idée qu'un lent retour sur l'obligataire émergent, y compris sur la devise en dette locale, dans certains pays, peut être porteuse de rendement. Merci. Lentement. Merci beaucoup, messieurs. Merci Didier Borowski, merci Thierry Leclerc, merci Vincent Chéniaud de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et nous allons justement passer au crible ensemble une thématique d'investissement avec Ronnie Michali. Bonjour Ronnie Michali. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes donc le président directeur général de Financière Galilée. Vous analysez régulièrement des thématiques d'investissement dans Smart Bourse. Et la thématique d'investissement que vous avez choisie aujourd'hui, c'est l'éducation. Une thématique que vous connaissez d'ailleurs plutôt bien puisque vous êtes vous-même professeur. Exactement, professeur à l'ESCP depuis quelques années. Et donc c'est vrai qu'on étudie via le codex des thématiques chez nous à la Financière Galilée l'éducation parmi les 25 thématiques qui sont dans notre outil, le codex. Et l'éducation nous paraît puisqu'elle est une thématique clé qui est regardée par les investisseurs depuis pas mal d'années. Oui, je lisais que ça faisait même partie des méga tendances actuelles, ou notamment en 2022-2023. Oui. On l'a mis, nous, dans la méga tendance émergence des classes moyennes. D'accord. Donc c'est vrai que l'éducation est portée par plusieurs méga tendances, mais c'est vrai que l'émergence des classes moyennes est la méga tendance qui la porte le plus. Il y a la croissance démographique, bien sûr, qui la porte beaucoup. Et puis il y a la digitalisation de l'économie, puisque effectivement il y a beaucoup plus de e-learning. Alors vous connaissiez, Nicolas, les biotech, les medtech, bien sûr, oui. Les fintech, et ben vous avez également l'edtech, c'est toutes les sociétés qui tournent autour de la technologie pour l'éducation. D'accord. Donc voilà, une thématique qui pour nous est structurelle, internationale et transversale. Il faut qu'elle ait les trois caractéristiques pour être dans le codex des thématiques. Et donc structurelle, si je détaille un tout petit peu, elle l'est donc parce qu'elle fait partie aussi des 17 ODD des Nations Unies, donc bien sûr, un soutien des pouvoirs publics un peu partout dans le monde, par des subventions, des incitations fiscales, etc. Elle l'est aussi parce que, bien sûr, on va avoir le développement, surtout depuis le Covid, du e-learning, avec la taille du marché du e-learning qui est passé de 250 milliards
on estime qu'elle sera à 1000 milliards en 2027. Donc non seulement c'est un sujet qui est porté par les gouvernements ou par les pouvoirs publics, mais en plus de ça, il y a une sorte de possibilité entrepreneuriale dans le secteur via les EdTech, c'est ça? Exactement, voilà, tout à fait. Et puis l'émergence des classes moyennes, comme je disais, les classes moyennes se rendent compte très rapidement que l'éducation permet l'accès à l'autonomie financière et qu'elle permet bien sûr des perspectives d'emploi plus favorables. C'est la fameuse formule de Victor Hugo que vous connaissez certainement, c'est « ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ». Donc voilà, une thématique réellement structurelle, internationale. Alors, je peux revenir dessus, mais bien sûr, c'est vrai que on parlait de l'ESCP tout à l'heure. Comme tous les groupes d'enseignement supérieur, ils se sont largement développés partout en Europe et dans le monde même. Moi, je donne des cours sur le campus de Londres de l'ESCP, mais enfin, ils en ont un à Berlin, ils en ont un à Varsovie, ils en ont un à Turin, enfin, ils en ont partout. Et donc, l'ESCP, c'est pas coté, mais par contre, ça utilise Blackboard, qui est une société cotée pour tout ce qui est matériel éducatif et pédagogique. Donc voilà, une thématique vraiment internationale. Internationale et transversale. Et transversale, donc dans le sens multisectoriel. D'accord. Oui. Alors il y a le secteur de la technologie qui est concerné, avec donc l'EdTech, par exemple, avec Workday, que vous connaissez peut-être, qui est une société qui œuvre dans la technologie pour l'éducation. La consommation discrétionnaire avec Pearson, donc le fameux éditeur de matériel pédagogique que tout le monde connaît. On a également dans les Communication Services la plateforme Kahoot, par exemple, qui permet j'utilise parfois d'éditer des quiz en ligne pédagogiques pour les étudiants. Bien sûr, oui. Et puis les services à l'industrie aussi, puisque la thématique recouvre aussi le suivi de carrière, la formation continue, avec Adecco, Randstad par exemple. Donc vraiment une thématique qui contient plusieurs secteurs. Dans ce sens, elle est transversale, c'est-à-dire multisectorielle. Si on regarde d'un point de vue boursier cette thématique d'investissement, comment se comporte-t-elle, René Micheli? Alors la thématique a baissé de 37% sur 2 ans. D'accord. Vous allez vous dire, voilà une méga tendance. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il vient avec une thématique avec des performances aussi catastrophiques? Cependant, 2021, ça coïncide quand même avec l'année où la Chine a mis la main sur le secteur de l'éducation privée. Bien sûr. Voilà, et lui a réellement serré la vis. Et 2022, ça correspond effectivement à la baisse des valeurs technologie dans l'éducation du fait de l'inflation, la hausse des taux, etc. Cependant, on pense qu'avec une croissance du chiffre d'affaires de 10% par an sur les 3 prochaines années, avec une croissance des BPA de 17% par an, le potentiel boursier, puisque c'est ça qui nous intéresse, de la thématique, est quand même retrouvé. On a d'ailleurs déjà gagné depuis septembre dernier 30%. Mais quand vous faites 40, il faut au moins faire plus de 60 pour retrouver les niveaux qu'on avait. Le niveau initial. Voilà. Et alors sur la répartition géographique, les actions qui composent la thématique sont vraiment partout dans le monde. Ça, c'est bien parce que ça diversifie bien les portefeuilles. Et également, quelque chose de très positif, c'est une thématique très ESG. Donc, selon nos indicateurs thématiques Galilée, 8,4 de note moyenne pour la thématique versus le MSCI World à 7,9. D'accord. Thématique plus ESG qui peut convenir à des investisseurs qui sont intéressés par l'investissement responsable. Quels sont les points forts, les points faibles finalement de cette thématique d'investissement? Comment on peut l'analyser en tant qu'investisseur? Alors, les points forts, on en a un tout petit peu parlé au début, mais bien sûr, l'éducation, c'est un investissement de long terme. Donc, on a une visibilité sur les investissements, sur les cash flows, notamment parce qu'il y a des aides des pouvoirs publics, mais également les groupes privés. Quand ils investissent, je parlais des groupes scolaires par exemple, du supérieur, quand ils ouvrent un nouveau campus ou quand ils investissent dans un pays, effectivement, ça nous donne de la visibilité pour les années à venir. Mais alors, justement, là, on parle de groupes scolaires. Quand on parle d'éducation, ça concerne que les groupes scolaires ou tout ce qui est associé, ou on va aussi parler de formation professionnelle, par exemple? Alors non, formation professionnelle, tout ce qui est également technologie éducative, les fournitures scolaires aussi, services aux groupes scolaires, mais également aux enseignants, aux étudiants.
Donc c'est vraiment, voilà, comme je disais, transversal tout à l'heure. Il y a beaucoup de sociétés qui regroupent plein de secteurs qui sont dans cette thématique. Autre point fort, évidemment, c'est la digitalisation. Bien sûr. Ça permet d'ouvrir des nouvelles perspectives à cette thématique. Il y a des études qui ont été faites et en France, 91% des sondés pensent que le confinement a été un révélateur de l'importance de la formation digitale en entreprise. Donc voilà, ça c'est pour les points forts. Donc là, on vient justement sur les formations professionnelles. Tout à fait. D'accord. Professionnelles, voilà. Okay. Les points faibles, alors le caractère politique de l'éducation. Lorsque la Chine va par exemple interdire aux groupes de soutien privé scolaire d'enseigner finalement le week-end ou pendant les vacances, va demander à certains groupes de devenir des organisations à but non lucratif. Bon, ça évidemment, c'est... En termes de chiffre d'affaires, ça peut effectivement avoir une incidence. Oui. Ça a fait très mal à certaines boîtes. Le coût élevé dans certains pays de l'éducation, notamment aux États-Unis par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est atteignable que par des classes supérieures ou celles qui, éventuellement des gens qui se font aider, mais c'est vrai que le coût est vraiment très très cher et ça ne fait que monter. Et le manque de professeurs, ça c'est quelque chose dont on parle pas très souvent, mais d'ici 2030 dans le monde, il faudra recruter 68 millions de professeurs et c'est vraiment là où le bas blesse très souvent, surtout pour les sociétés qui sont des plateformes en ligne d'éducation. D'accord, parce qu'il faut quelqu'un effectivement pour créer du contenu de qualité, et là il faut des professeurs et on a parfois du mal à les trouver. Exactement, comme dans plein de secteurs, c'est la guerre du contenu en ce moment. Les plateformes sont là, elles sont prêtes, elles sont très bien finies. Le contenu, c'est vraiment le nerf de la guerre. Oui, alors du coup, j'investis dans quoi concrètement? Parce qu'effectivement, tous les exemples qu'on a donnés ne sont pas forcément des entreprises cotées, notamment quand on parle de groupes scolaires. Voilà. Concrètement, on investit quoi? Via des fonds, et dans quel type de fonds on peut investir? Alors la dernière étape du codex des thématiques, c'est l'étude du gisement de fonds, puisqu'on crée des portefeuilles de fonds chez Financière Galilée notamment, et on a identifié 3 fonds et ETF, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Donc Sycomore Global Education, c'est le premier. Ce qui est assez intéressant avec celui-là, c'est que entre les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est 60% de l'allocation. Il y a très peu de Chine dedans, donc vous enlevez le risque Chine, politique, etc. si vous voulez investir via ce fonds. Et il est plus sur la consommation discrétionnaire. Il y a EDR Human Capital chez Edmond Rothschild. Lui, il est plus large, c'est tout le capital humain, mais il y a beaucoup d'éducation évidemment dedans. Lui est plus technologique. D'accord. La première ligne, c'est Microsoft, par exemple, de ce fonds. Et enfin, en ETF, Rise Education, Tech Digital Learning, tout est dans le nom. Vous allez pouvoir, avec celui-là, investir plus sur l'EdTech, le e-learning finalement. C'est intéressant de voir que finalement, dans une thématique éducation, on retrouve du Microsoft, qui pourrait être aussi une valeur technologique, enfin qui pourrait être classée dans d'autres catégorisations. Absolument. Nous, on aime bien les sociétés de gestion qui vont mesurer la part du chiffre d'affaires des sociétés dans lesquelles ils investissent à la thématique. D'accord, en lien avec la thématique décidée. Et donc là, on en trouve chez Microsoft comme dans d'autres entreprises pour le coup. Bien sûr, exactement. Mais nous, ça nous permet de recoller les morceaux lorsqu'on a cette statistique-là. C'est Montpensier qui le fait très bien. Ils analysent la pureté de la thématique, mais je crois que de plus en plus, ça va se démocratiser pour pouvoir avoir vraiment des thématiques qui ne sont pas du thématique washing, comme on appelle. Bien sûr, oui. La thématique un peu tarte à la crème, où il y a un peu tout et n'importe quoi dedans. Merci beaucoup Ronnie Micheli d'être venu sur le plateau de Smart Bourse détailler cette thématique éducation et notamment donc son parcours boursier. Ronnie Micheli, je rappelle que vous êtes président directeur général de Financière Galilée. Merci à vous également de nous avoir suivis donc en direct sur Bismart. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur bismart.fr mais aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous dis à demain 12h30 pour un nouveau numéro de Smart Bourse sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.